Bonjour et bienvenue dans ce nouveau MOOC du Centre de formation de la Fondation Médéric Alzheimer. Dans le premier MOOC, nous nous étions intéressés au vieillissement normal et pathologique et dans celui-ci, nous allons approfondir les troubles de l'humeur et du comportement. Les troubles de l'humeur et du comportement sont une problématique qui se révèle récurrente et lourde pour les équipes soignantes et d'accompagnement qui travaillent avec des personnes âgées et atteintes de troubles cognitifs. Les objectifs de ce MOOC visent ainsi en premier de comprendre d'où viennent ces troubles de l'humeur et du comportement, de réfléchir aux modalités de prévention et d'intervention, et enfin de définir ce que pourrait être un accompagnement adapté qui préserve et anticipe l'apparition de ces troubles. Ce MOOC, comme le premier, est structuré en 6 séquences d'enseignement d'environ 20 minutes chacune. Ces 6 séquences seront mises en ligne à distance de 2 à 3 semaines, ce qui vous permettra de revenir dessus et de les approfondir et de mieux les apprendre. Chaque séquence sera suivie d'exercices d'auto-évaluation. Et à la fin de ce MOOC, vous aurez la possibilité d'obtenir une évaluation certifiante à un prix modique en réussissant une évaluation d'acquisition des compétences. Nous y reviendrons par la suite. En attendant, voyons le sommaire de ce module. Dans cette première séquence, donc aujourd'hui, nous allons introduire les troubles de l'humeur et du comportement, définir ce que sont les troubles de l'humeur et du comportement et quelles sont leurs fréquences et surtout leurs origines. Dans la deuxième séquence, nous parlerons de l'importance de l'environnement physique et social sur les troubles de l'humeur et du comportement. Nous verrons que l'environnement est bien souvent le principal déclencheur de ces crises comportementales et que les aménagements ainsi que les modalités d'accompagnement ont un effet thérapeutique. Dans une troisième séquence, nous parlerons de la communication. Quelle est l'importance, l'intérêt de bien communiquer pour prévenir les troubles de l'humeur et du comportement. Et nous intéresserons à la communication en général avec les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et aux moyens d'améliorer sa communication. Dans la quatrième séquence, nous décrirons les troubles de l'humeur et du comportement dans leurs détails. Donc chacun des troubles de l'humeur et du comportement, les plus fréquemment rencontrés, nous les verrons chacun à tour de rôle et puis nous évaluerons un petit peu les pistes thérapeutiques qu'on peut proposer pour chacun de ces troubles du comportement. Dans une cinquième séquence, nous parlerons des activités adaptées et des bénéfices des activités adaptées pour la prévention des troubles de l'humeur et du comportement, quels sont les objectifs recherchés. Pourquoi se servir des domaines d'expertise, par exemple, nous expliquerons ce que c'est, et des pôles d'intérêt. Enfin, dans la dernière séquence, nous verrons les relations entre professionnels, familles, résidents, en développant quelques éléments de systémique familiale, en évoquant les phases de deuil et en interrogeant la notion de bientraitance au regard de celle du bien-être au travail, car les deux sont reliés. Voilà pour le sommaire de notre MOOC. Que sont les troubles de l'humeur et du comportement? Quelles en sont les différentes définitions? Selon l'Organisation mondiale de la santé, les troubles du comportement se caractérisent par un changement de mode de pensée, de l'humeur ou du comportement qui ne rentre plus dans les normes ou les croyances culturelles. Dit comme ça, effectivement, il y a une très grande marge d'interprétation et on peut comprendre que ce qui peut être considéré comme des troubles du comportement dans une culture peut être considéré comme tout à fait normal dans une autre. La Haute Autorité de Santé en France a précisé que les troubles devaient être jugés par l'entourage comme dérangeants, perturbateurs, dangereux, que ce soit pour le patient, pour le résident ou pour autrui, et qui peuvent être observés au cours de la maladie d'Alzheimer et de la plupart des maladies apparentées. Ils sont en tout cas en rupture avec le comportement antérieur du résident. C'est déjà un petit peu plus clair. L'Organisation mondiale de la santé a également précisé que pour être considérés comme anomalies comportementales, les troubles doivent être en permanence présents, ils doivent se répéter et ils doivent causer une souffrance ou un handicap dans l'une ou plusieurs activités de la vie quotidienne. Ça devient déjà un petit peu plus facile à identifier. Maintenant, la question de l'universalité des troubles du comportement se pose. Si les troubles du comportement sont d'origine neurologique et psychiatrique, ils paraissent universels.
C'est moins évident pour les origines environnementales et leur expression émotionnelle qui peuvent dépendre énormément d'une culture plus expressive à une culture un petit peu plus froide comme on peut trouver dans les pays nordiques. Les troubles du comportement vont être influencés par de nombreux facteurs comme l'environnement immédiat, la pauvreté, l'âge, les conflits relationnels, les maladies, le contexte éducatif et familial, des difficultés personnelles, une personnalité sensible ou réactive, ou encore des traumatismes pour ne citer que les plus évidents. Chaque culture va donc poser des limites de normalité différentes pour considérer que le comportement d'une personne est approprié ou pas. Nous avons déjà abordé cette problématique lors de notre précédent MOOC en traitant des représentations sociales. Cependant, nous avons vu avec les définitions de plus en plus précises et les classifications internationales des troubles mentaux, comme la CIM-10 par exemple, qu'on peut considérer qu'un certain nombre de troubles du comportement peuvent être listés et que dès lors, il y a des critères diagnostiques qui sont applicables à la majorité des cultures et qui ont en commun leur caractère pathologique, la production d'un handicap sévère, d'un lourd fardeau pour les proches et la collectivité. Voyons à présent l'épidémiologie et la fréquence des troubles de l'humeur et du comportement. Il y a un lien important entre les troubles cognitifs et les troubles du comportement. Ils sont fréquemment associés aux troubles cognitifs. Leur fréquence augmente d'ailleurs avec l'aggravation de ces troubles cognitifs. C'est la raison pour laquelle ces complications sont extrêmement fréquentes dans la maladie d'Alzheimer et les syndromes apparentés. On estime que plus de 80% des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer manifestent au moins un trouble du comportement. 80%. Et le tiers ont plusieurs troubles du comportement d'une intensité jugée sévère d'après la Haute Autorité de Santé. Le lien entre les troubles cognitifs et les troubles du comportement serait double. D'une part, les lésions cérébrales à l'origine des troubles cognitifs engendrent également des perturbations neurologiques qui se traduisent par des troubles du comportement. Donc c'est une origine purement neurologique. Et d'autre part, en perdant la maîtrise et la compréhension de son environnement, d'un point de vue cognitif, et de ses capacités à s'y adapter, la personne atteinte de troubles cognitifs exprime son mal-être par des troubles du comportement, comme de l'anxiété, de la dépression, de l'agitation, de l'agressivité. C'est donc d'un côté ce qu'on appelle les symptômes primaires, qui sont des symptômes neurologiques, qui viennent des lésions cérébrales et des troubles neurobiologiques, et d'un autre côté ce qu'on appelle les symptômes secondaires, qui sont des réactions à l'environnement et à nos difficultés à nous y adapter. Donc les symptômes primaires sont ceux que l'on peut relier aux altérations neurologiques, telles que par exemple les fonctions exécutives, le contrôle de l'impulsivité, la désorientation, les troubles mnésiques, donc de la mémoire, les troubles du langage, du geste, de la reconnaissance, peuvent être complètement reliés aux altérations neurologiques. C'est une expression du dysfonctionnement cérébral. Les symptômes secondaires sont ceux qui apparaissent quand la personne ne comprend pas ou ne s'adapte pas à la situation. Ils sont exacerbés lorsque les personnes évoluent dans des environnements qui ne prennent pas en compte leurs aptitudes et leurs capacités. Ce sont des comportements de réaction. Ces derniers symptômes sont ceux que l'aménagement, les activités pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer peuvent amoindrir. Nous y reviendrons. C'est donc une expression de la perte de sens, de l'incompréhension, de la désadaptation et de l'anxiété face à la situation. Parlons à présent de la prévalence de ces troubles du comportement selon leur nature. L'apathie, la dépression et l'anxiété, autrement dit les troubles de l'humeur, apparaissent très rapidement dans la maladie, avec une fréquence haute, notamment dans la maladie d'Alzheimer. L'apathie et la dépression devraient d'ailleurs faire suspecter un diagnostic de détérioration cognitive. Ce sont des signes diagnostiques. L'anxiété est la plus transversale, comme nous le verrons par la suite. D'autres troubles du comportement, comme les idées délirantes, vont apparaître au stade léger, puis s'intensifier au stade modéré de la maladie. Au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, vont s'observer d'autres symptômes, d'autres troubles, comme l'irritabilité, des hallucinations, surtout auditives, et de la désinhibition. Enfin, au stade sévère, l'agitation, la déambulation, les oppositions, les comportements moteurs aberrants et l'agressivité vont s'imposer.
Nous détaillerons ces troubles, chacun de ces troubles, et les réponses thérapeutiques qu'on peut y apporter par la suite. En tout cas, la propension à l'apparition des troubles de l'humeur et du comportement se feront selon cette prévalence et selon la détérioration cognitive. Cependant, si les troubles cognitifs sous-tendus par les lésions majorent effectivement les troubles du comportement, il existe de grandes différences interindividuelles et d'autres déterminismes, comme nous allons le voir, vont agir. Parlons à présent de l'origine des troubles du comportement. Les troubles du comportement et de l'humeur sont souvent présents dès le début de la maladie, mais ils tendent à se développer et à s'intensifier selon l'étendue et la progression des lésions cérébrales. Ces lésions cérébrales sont à considérer davantage comme des causes prédisposantes, jusqu'au stade sévère bien entendu, que comme des causes déclenchantes. Même si certains troubles du comportement sont difficilement répressibles car ils ont une origine neurologique, comme la déambulation, ce n'est pas pour autant qu'ils vont se déclencher. Comme vous pouvez le voir sur cette pyramide, il y a plusieurs origines aux troubles du comportement. La base que l'on pensait occupée par les troubles neurologiques est en fait occupée par l'environnement. Les troubles neurologiques sont minoritaires finalement dans l'apparition des troubles de l'humeur et du comportement. En effet, la gestion des comportements et leur adaptation au contexte ambiant fait partie des fonctions les plus complexes assumées par notre cerveau. Pour parvenir à maintenir des comportements adaptés, nous avons besoin effectivement d'une intégrité totale de nos capacités cérébrales, mais nous pouvons constater que lorsque nous sommes très fatigués, nous sommes moins patients, plus irritables, et nos comportements peuvent être moins maîtrisés, que ce soit au travail, avec nos enfants ou encore dans les embouteillages. Tout cela reste évidemment dans les limites de l'acceptable, mais lorsque des lésions rendent permanents et aggravent ces dysfonctionnements comportementaux, de véritables troubles pathologiques émergent et nous ne pouvons plus les réfréner. Par ailleurs, une dichotomie, une séparation existe au niveau de l'organisation cérébrale entre les aires corticales, c'est-à-dire le cortex, qui est la partie la plus extérieure de l'encéphale, qui vont être préférentiellement en contact avec l'extérieur, c'est-à-dire l'environnement et le traitement des perceptions de cet environnement, et les aires sous-corticales qui sont en dessous, au centre de notre cerveau, qui vont principalement être tournées vers nos besoins et ressentis intérieurs. Au milieu de cette dichotomie, de cette séparation, se trouvent des aires associatives dont la mission est de connecter l'intérieur et l'extérieur. Lorsque ces aires associatives sont lésées, comme c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer, il devient difficile de faire collaborer des perceptions extérieures et des ressentis intérieurs. Le message est brouillé. De plus, ces aires associatives cataloguent, compilent les informations en lien avec la signification des perceptions. Le bruit que j'entends est celui d'un train, ce que je regarde est à la forme d'une poire et ainsi de suite. Les lésions de ces aires vont non seulement perturber la reconnaissance en créant les troubles cognitifs correspondants, mais elles ne pourront également plus, dans le cas des aires associatives frontales, faire correspondre des perceptions environnementales et des comportements appris qui leur sont associés. C'est donc d'un point de vue macrobiologique, essentiellement au niveau frontal, que vont se jouer une bonne partie des troubles du comportement. Dans le cadre de ce MOOC, nous ne développerons pas les troubles du comportement ayant une origine sous-corticale, par exemple une lésion du thalamus, faute de temps et afin de rester pragmatique. Et dans le même ordre d'idées, nous laisserons à d'autres le soin d'aller davantage au niveau microbiologique, c'est-à-dire au niveau cellulaire. Ainsi, pour rester dans ce contexte de la cause neurobiologique, qui est la troisième cause, intéressons-nous davantage à cette zone du cortex que l'on appelle le lobe frontal. Le lobe frontal, qui est sous le front, est le lobe le plus volumineux du cerveau et c'est celui qui s'est le plus développé au cours de l'histoire. C'est essentiellement ce lobe qui nous différencie des grands singes de par son évolution. Et cette zone massive du cerveau dirige pratiquement toutes les capacités de gestion et de contrôle. C'est en quelque sorte un centre de contrôle intégré. On lui reconnaît des capacités telles que l'initiation, l'attention, la planification, la recherche en mémoire à long terme, la flexibilité, l'inhibition ou encore, et non des moindres, la gestion des comportements et des émotions. D'ailleurs, cette
notion de syndrome frontal que vous avez sûrement déjà entendu, que l'on entend régulièrement en clinique, bien que peu précise, désigne à la fois certains troubles de la personnalité, du comportement et certaines difficultés à exercer des tâches exécutives complexes. Concernant ces tâches exécutives complexes, ce qu'on appelle le syndrome dysexécutif, se formalise par des symptômes qui se traduisent en difficulté à réaliser une opération compliquée, comme par exemple classer les cartes, résoudre un problème ou raisonner. Sur ce volet comportemental, le syndrome frontal se reconnaît également par des manifestations comme réduction des activités, troubles d'anticipation, d'organisation, irritabilité, agressivité, persévération et désinhibition. Sur le volet purement comportemental, des inventaires de diagnostic sont disponibles et sont utilisés comme l'ISDC ou le NPIES que vous voyez là s'afficher à l'écran. Le syndrome frontal qui détermine ces troubles du comportement peut se reconnaître par des manifestations comme la réduction des activités, des troubles de l'anticipation, de l'organisation, de l'irritabilité, de l'agressivité, des persévérations ou encore de la désinhibition. Donc ces nombreux symptômes qui sont inventoriés classiquement par ces questionnaires. Pour terminer sur cette cause neurologique des troubles du comportement, nous allons écouter le docteur Alain Bérard qui va nous parler de la question des avancées biologiques en ce qui concerne la compréhension, les traitements de la maladie et les interventions médicamenteuses en ce qui concerne les troubles du comportement. Alors, lorsqu'on parle de recherche médicale, invariablement, on pense aux médicaments. Il y a deux catégories de médicaments. Il y a les médicaments qui permettent de guérir, et pour la maladie d'Alzheimer, il n'y en a pas, tout simplement parce qu'on ne connaît pas là où les causes de la maladie. Concernant la deuxième catégorie, ce sont les médicaments dits symptomatiques, qui visent à freiner l'évolution de la maladie et ou à atténuer certains signes cliniques. Entre 2000 et 2012, on a testé 244 molécules, on a fait plus de 1000 essais thérapeutiques, avec finalement un taux d'échec de 99,6%. Le résultat aujourd'hui, c'est que nous avons en France 4 molécules qui sont en vente et dont on remet en question aujourd'hui l'amélioration du service médical rendu. Alors, les pistes d'aujourd'hui, il y en a deux. Une première piste, ça consiste à faire ce qu'on appelle des cocktails de médicaments, c'est-à-dire qu'on fait des associations de médicaments pour potentialiser leur effet et améliorer leur efficacité. Deuxième voie, c'est de prescrire le médicament beaucoup plus tôt dans l'histoire de la maladie, c'est-à-dire on prescrit le médicament quand le neurone commence à souffrir, mais il est encore vivant. Nous avons vu l'origine neurobiologique des troubles du comportement, nous avons vu que nous pensions qu'elle était majoritaire et qu'en fait, elle ne l'est pas tant que ça. Ce qui va être un petit peu plus prépondérant déjà, c'est la personnalité antérieure de la personne atteinte. Cette personnalité va jouer un rôle tout aussi fondamental dans l'apparition des troubles du comportement. Si une personne a été toute sa vie très anxieuse ou très agressive, il est peu probable que ces traits de personnalité se tassent avec la maladie d'Alzheimer. Bien au contraire, ils vont se majorer. Il est rare que les comportements lors de la maladie soient totalement inversés par rapport au comportement antérieur. Ainsi, si une personne était préalablement très anxieuse, agitée ou soupçonneuse, voire agressive, avec un cerveau intègre, on peut la calmer, la raisonner ou diriger vers une activité qui puisse la défouler quelque peu, mais ça va complètement déborder ses capacités de régulation dès qu'elle aura des lésions cérébrales. De fait, une bonne part des troubles du comportement que l'on peut rencontrer dans le cas de la maladie d'Alzheimer sont des comportements qui font partie du panel d'expression normale d'un individu par le passé, mais qui vont devenir beaucoup plus importantes et beaucoup plus récurrentes, même s'il a fait preuve d'un certain talent pour les inhiber au cours de sa vie. Autrement dit, il y aurait un certain affaissement du seuil de passage à l'acte, des troubles du comportement en tout cas. Sur ce plan de la personnalité, il convient de prendre en compte la relation entre la personnalité et l'environnement. La personne atteinte de troubles cognitifs ne comprend plus son environnement, ne parvient plus à s'y adapter et réagit avec des expressions comportementales de défense. Ainsi, la dernière origine dont nous parlerons abondamment est l'origine environnementale des troubles du comportement.
Comme nous l'avons évoqué lors de notre précédent MOOC sur le vieillissement normal et pathologique, et nous le développerons encore davantage dans les séquences suivantes, l'impact de l'environnement est primordial et se révèle la cause la plus importante des troubles du comportement. Ce ne sont donc ni les altérations biologiques, ni la personnalité qui produisent le plus de troubles du comportement, ou considérés comme tels, mais bien l'environnement physique et social qui nous entoure. Ce qui ne devrait pas nous surprendre. En effet, on ne se comporte pas et on ne ressent pas la même chose lorsque nous sommes à notre domicile, dans un hôpital ou dans un endroit dans lequel nous sommes retenus. Un ascenseur en panne, une prison, un avion, une unité spécifique, pour quelques exemples non exhaustifs. Réservons l'approfondissement de ce sujet pour les prochaines séquences et retenons que la primauté environnementale sur les troubles du comportement est majeure. Une dernière origine que nous citerons simplement pour l'instant, les interrelations avec les proches et la famille. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer voit son rôle et sa place dans la famille progressivement disparaître. De parents et grands-parents protecteurs et autonomes, on devient un objet d'inquiétude et d'incompréhension pour nos proches. La perte d'autonomie oblige enfants et petits-enfants à prendre soin de l'aîné, parfois contre son gré, ce qui déstabilise le système familial dans son ensemble. Cela génère une perte d'estime de soi, une blessure d'orgueil de ne pouvoir toujours occuper la place familiale qui était la nôtre. Et cela peut raviver des tensions qui font partie de notre histoire familiale avec l'un ou l'autre membre ou entre les membres entre eux. Qui plus est, dans le cadre d'une maladie neurodégénérative, l'issue du diagnostic est connue et un processus de deuil va se mettre en place pour chacun des membres de la famille. Deuil de l'organisation familiale antérieure, deuil du rôle et de la place de la personne atteinte et deuil de cette personne elle-même, puisqu'elle va disparaître au figuré comme au propre. Chacun va donc vivre des étapes de deuil dont certaines peuvent accentuer des réactions comportementales chez la personne malade. Le déni, la colère et la négociation, par exemple, vont tendre les rapports entre les personnes. Entre les « mais si, souviens-toi, rappelle-toi » ou les « tu pourrais faire un effort » ou encore « tu ne toucheras plus à rien », la personne atteinte est renvoyée par ses proches à son impuissance et à sa maladie, ce qui ne manquera pas de la faire réagir d'une manière ou d'une autre, des troubles du comportement. Nous ne nous étendrons pas davantage dans le cadre de cette séquence. Ainsi, il est à présent consensuellement établi que les troubles du comportement ont une origine multifactorielle et que les lésions proprement dites, dans des atteintes modérées, favorisent leur apparition. Dans cette séquence, nous avons défini ce que sont ou peuvent être les troubles du comportement. Ces troubles du comportement que l'on rencontre dans le cadre des maladies neurodégénératives et de la maladie d'Alzheimer en particulier. Nous avons vu que les troubles cognitifs peuvent majorer ces troubles du comportement et nous nous sommes rendus compte que si les lésions pouvaient considérablement favoriser leur apparition, ce n'était en aucun cas la cause majoritaire et unique des troubles du comportement. L'origine de ces troubles est à trouver avant tout dans l'environnement physique et social et cela fera partie de notre seconde séquence. Merci.